Il y a un grand discours de Mussolini. Tout le monde à la radio à 6 heures pour écouter le discours de Mussolini. Et Mussolini dit la guerre. Mais comment la guerre? Nous avons les livraisons à l'ennemi. Et la guerre est venue. Et c'était la folie et la ruine de l'Italie. Mais jusqu'au mois de mai 1940, Mussolini avait garanti à mon père qu'il n'y aurait pas eu de guerre. Une sorte de neutralité amicable avec l'Allemagne, mais pas plus que ça. Puis il a vu que les Allemands étaient près de Paris et il a pensé qu'avec quelques milliers de morts, il pouvait avoir sa partie des colonies françaises et anglaises et a décidé la guerre à ruiner l'Italie. Et a ruiné aussi Caproni. Le 15 juin, le sous-lieutenant Le Glohan abat 5 avions italiens en un quart d'heure et porte son score à 11 victoires. C'est cela que les Français n'ont pas vu, n'ont pas su. Que là-haut, très haut dans le ciel, les pilotes de chasse français se battaient. Comme Marin-la-Mêlée, 16 victoires. Dorrance, 14 victoires. Accard, 12 victoires. Camille Plubeau, 14 victoires. Non, le ciel n'était pas vide en 1940. Le ciel n'était pas vide, ni d'avions allemands, ni d'avions français. Malheureusement, vous savez qu'il y a eu une campagne qui a décrié l'aviation française. Les gens du sol avaient la psychose de l'avion allemand. C'est ainsi que je crois que c'est le 7 juin 1940, dans le secteur de Rethel, il est passé à peu près, en comptant les allers-retours, 3000 avions français dans la journée, mais les gens du sol n'en ont vu aucun. Oui, c'est ça. Tout le monde pensait qu'en 1940, il n'y a jamais eu de chasse française. C'est exactement ce qu'on pensait. Et j'irai plus loin, je vous dirais que le 9 juin, mon camarade Blanc a été descendu le matin. Au sol, on lui a tiré dessus, on a pris pour un parachutiste ennemi. Moi, j'ai été descendu le 9 juin dans l'après-midi. Eh bien, au sol, en montant mes papiers d'identité, le caporal qui m'a arrêté m'a fait marcher baïonnette aux fesses pendant près de 2 km en me disant « Vous êtes un avion ennemi abattu par ma DCA ». Combien la chasse française a-t-elle abattu d'avions allemands pendant cette période? Je crois que c'est aux environs de 900. Ce qui tout de même était pas mal. Et je crois que on parle beaucoup de la bataille d'Angleterre, mais on a descendu dans la période 39-40 plus d'avions allemands que les Anglais dans cette période-là, que les Anglais dans la période de la bataille d'Angleterre. Et c'est une chose officielle. La Luftwaffe, à la fin de la campagne de France, est fatiguée. Déployée de la Norvège à la Bretagne, elle reprend son souffle. Le répit va être de courte durée. 17 juillet 1940, ordre d'alerte. Göring arrive à Calais pour donner les nouvelles directives. Hitler a décidé d'envahir l'Angleterre. Il faut d'abord interdire tout trafic maritime britannique. Le 25 juillet, Göring lance le Fliegerkorps numéro 8 et ses 250 Stuka sur la Manche. Le Hawker Hurricane est le chasseur le plus répandu dans la Royal Air Force. 30 squadrons en sont équipés. Il vole à 520 km/h. Au-dessus de la Manche, de dures batailles s'engagent. Les Stuka, vulnérables, sont malmenés. Mais les Messerschmitt des groupes de chasse allemands interviennent. Pour les pilotes, pas de problème. La guerre d'Espagne et la campagne de France leur ont donné tout l'entraînement nécessaire. Et un beau palmarès, comme Werner Mulder, 54 victoires. Un technicien froid et dangereux. Ou comme Adolf Galland, le plus célèbre pilote de chasse allemand, qu'Hitler donne en exemple à la jeunesse. Il sera général à 30 ans. En 1940, il a déjà 50 victoires. Le Messerschmitt 109 a lui aussi évolué. C'est maintenant le Bf 109E, baptisé Émile par les pilotes. Cette E pour Émile a un moteur plus puissant et vole à 575 km/h.
Il surclasse aisément le Hurricane. Un tonneau de victoire pour Galant. Tout va bien pour la Luftwaffe. Göring peut passer à la deuxième phase de l'offensive. Le 1er août 40, les chasseurs-bombardiers bimoteurs Messerschmitt 110 et Junker 88 se lancent contre les terrains d'aviation du sud de l'Angleterre. Ils vont faire de gros dégâts, mais ils seront très mal reçus. Les chasseurs anglais sont toujours prévenus à temps, toujours au rendez-vous. Par quel miracle? Ce miracle, c'est le radar, une invention capitale dans l'histoire de l'aviation, due principalement à un Anglais, Sir Robert Watson Watt. Une onde radio qui se reflète sur le métal des avions et qui revient sur un écran, donnant la position précise des appareils ennemis. Tout un système a été développé par les Britanniques. Les ops rooms, les salles d'opération, centralisent les renseignements donnés par les radars et donnent au fur et à mesure la position de tout ce qui vole. Tout cela marche à la perfection. Un atout capital dans les mains du Fighter Command, le commandement de la chasse anglaise. Scramble, décollage immédiat. Et les pilotes se précipitent vers le meilleur avion du monde, le Vickers Supermarine Spitfire. Qui peut mieux nous parler de ce merveilleux chasseur que le général Johnny Johnson, l'as des as de la chasse britannique pendant la guerre? Eh bien, je crois que le plus important, c'était d'abord sa maniabilité. Il pouvait tourner, pas tout à fait à l'intérieur d'une pièce de sixpence, mais il pouvait tourner mieux que tous les avions que nous avons combattus pendant la guerre. De sorte que, quand vous étiez en difficulté, vous pouviez tout lui demander au Spitfire. Il tournait à l'intérieur du cercle des Messerschmitt, et vous vous en sortiez. Regardez la magnifique symétrie de cet avion. Ces lignes si gracieuses. Nous, les pilotes de chasse, nous disions toujours que si un avion était beau, il volait bien. Dès son premier vol, le 5 mars 1936, le prototype du Spitfire démontrait des qualités exceptionnelles. Cette réussite était due à un très grand ingénieur, Reginald Mitchell, qui s'était déjà illustré en dessinant les hydravions de vitesse de la coupe Schneider. En 1931, il avait donné pour la 3e fois une belle victoire à l'Angleterre, avec ce Supermarine S-6B, qui préfigurait déjà la forme du Spitfire et qui avait atteint à l'époque la vitesse extraordinaire de 650 à l'heure. Le Spitfire, c'est aussi le mariage d'un dessin parfait avec un moteur parfait. Le Rolls-Royce Merlin, 12 cylindres en V, refroidi par liquide, 1000 chevaux. Une mécanique sans défaillance. Pour Johnny Johnson, il n'avait qu'un seul défaut. En 1940, l'armement n'était pas idéal. Il y avait bien 8 mitrailleuses, 4 dans chaque aile. Et le calibre des mitrailleuses était trop faible. C'était du 303, c'est-à-dire 7 mm 69. Il avait du mal à pénétrer le blindage des bombardiers allemands. Les bombardiers allemands, ils sont prêts pour la 3e phase de la bataille d'Angleterre. Septembre 1940. Hitler et Göring ont décidé de changer de stratégie. La Luftwaffe n'a pas réussi à détruire la Royal Air Force sur son terrain. Les pertes sont énormes de part et d'autre, et les résultats indécis. Alors les nazis envoient les Henkel 111 vers les villes anglaises. Si elles sont détruites comme l'ont été Varsovie et Rotterdam, l'Angleterre sera à genoux. 7 septembre 1940. L'objectif pour 372 bombardiers allemands, Londres.
Les Anglais avaient bien eu raison de se méfier quand ils avaient vu atterrir Blériot 30 ans plus tôt. Ils avaient dit aussitôt « L'Angleterre n'est plus une île ». C'était vrai maintenant. La mort venait du ciel. Londres bombardée jour et nuit. Londres détruite. Mais jamais, à aucun moment, n'a fléchi la détermination de tout un peuple autour de Churchill. Quand vous étiez dedans, vous étiez bien. Vous faisiez aussitôt partie de la machine. Elle se mettait à vivre avec vous. Aujourd'hui, c'est un jeune Anglais de 30 ans, Anthony Bianchi, qui va piloter l'un des derniers Spitfire. Ainsi décollèrent le 15 septembre 1940 tous les Spitfire disponibles. Les radars venaient de détecter la plus importante formation ennemie jamais vue. 1000 bombardiers allemands attaquaient Londres. « 189 avions allemands abattus. Le 15 septembre 1940, la Royal Air Force avait gagné la bataille d'Angleterre. Un anniversaire cher au cœur de tous les Anglais. Anthony Bianchi, quel effet cela fait de piloter le Spitfire? Difficile à préciser. C'est un avion étrange, très sensible aux commandes. Pour moi, qui n'ai pas trop l'habitude des avions rapides, c'est très rapide. C'est un grand avion pour l'acrobatie. Comment est-ce, l'acrobatie avec le Spit? On a une très bonne sensation, parce qu'on a un tel sentiment de puissance, et on utilise un énorme espace de ciel. Est-ce que vous pensez à ce moment-là à ces pilotes de la guerre? Oui, beaucoup. Comment s'en empêcher? Oui, comment ne pas y penser à tous ces as de la Royal Air Force, réunis autour de leur chef, le maréchal de l'air Lord Doughty. Des as comme Stanford Tuck, 29 victoires, ou Douglas Bader, 23 victoires. Bader qui avait les deux jambes coupées, et qui pilotait quand même. Et tous les autres. Sailor Malan, Ginger Lacey, Peter Townsend et Johnny Johnson. Il finira la guerre avec 38 victoires.
Il sait, lui, comment on devient un as. Le secret, avec cet avion, c'était de bien estimer les distances de tir. Vous ne pouviez jamais détruire un avion ennemi à plus de 200 mètres. Beaucoup de pilotes tiraient de trop loin, hors de portée. Le secret, c'était de se rapprocher le plus près possible, détruire l'ennemi et s'échapper. Cela devait demander du courage. Oui, parce qu'il fallait plus de temps pour se rapprocher de l'ennemi et qu'on était plus vulnérable. Mais il fallait se rapprocher. Ceux d'entre nous qui avaient l'expérience de la chasse au canard, cela les aidait aussi. Parce que quand on tire sur un canard ou un faisan, on tire en avant. Il fallait tirer en avant de l'avion allemand. En avant, c'est ça le principe. Vous me suivez? Oui, je vous suis. Mais ce n'était pas une chasse au canard, c'était une chasse à l'homme. Bon, vous ne pensiez jamais à l'homme dans la machine. Vous tiriez sur la machine, n'est-ce pas? Je n'ai jamais pensé à l'homme dans la machine, à le tuer. Ce que je voulais, c'était abattre cette chose avec une croix noire dessus. Il n'y avait pas que des as. Il y avait surtout de très jeunes gens qui ont eu beaucoup de courage. Avec leurs camarades du Commonwealth, les Canadiens, les Sud-Africains, les Australiens, avec tous les évadés d'Europe occupée, les Polonais, les Tchèques, les Belges, les Français, ils ont mérité que Churchill dise d'eux un jour « Jamais, dans l'histoire de l'humanité, autant d'hommes n'ont eu une dette aussi grande envers si peu et envers un avion. »